Salut, salut. Je sais pas si on m'entend. Est-ce qu'on m'entend? Normalement, mon micro me dit qu'on m'entend, mais bon, peut-être pas. Salut, Viet Crampouz. Super Fabli. Del 1917. Très sympa le nom. Bienvenue à ce chat. Enfin, ce stream. Donc, on a fini. Lecture brève du Down is Coming, exactement. Après, ça fait un max d'années que je ne l'ai pas relu, donc on va peut-être avoir des surprises. Et d'ailleurs, je vous tire votre attention sur ma nouvelle boucle d'oreille. Voilà, c'est dit. Maintenant, j'en ai des deux côtés. Attention. Du coup, j'avais hésité là à faire comme j'avais promis la dernière fois. On a fini le Chris Herman, on a fini Tony Cliff la semaine dernière. Le trotskisme après Trotsky, donc un long pamphlet sur la création des internationales socialistes. Et donc il y avait la question se poser de quoi faire, puisque le jeudi c'est plutôt théorie marxiste, et le mardi c'est plutôt sur le fascisme. Et donc là plutôt se poser la question de quel truc. Donc il y avait l'initiation à la théorie économique marxiste, mais bon, visiblement il y a des gens qui étaient moins motivés pour ça. Donc du coup, on continue sur les international socialistes, et là on reste dans les sujets très polémiques. Donc la dernière fois c'était le capitalisme d'État, la révolution permanente déviée, la théorie de l'armement permanent, et évidemment aussi la faillite de la 4, hein, puisque c'était ça le point de départ. Et là c'est complètement un autre truc, c'est sur l'islamisme, les musulmans et l'analyse marxiste. Alors il n'y a pas eu beaucoup de trucs, hein. Je vous cache pas que la religion en général c'est pas terrible en termes d'analyse politique chez les marxistes, à part, bon, il y a eu évidemment plein de travaux quand même sur les théories de la libération et tout, ce qui s'est passé en Amérique du Sud. Cela dit, pour les musulmans, assez peu. Et souvent, ça se résume, si on lit l'extrême gauche habituelle, par un truc réactionnaire, etc., etc. Donc du coup, se pose évidemment la question, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que... etc. Donc il y a un petit préambule avant, parce que... Ah oui, donc je continue là-dessus, et ça, on se pose cette question-là. Et effectivement, pour plein de raisons. L'une des premières, c'est il faut comprendre, en fait, il y a quand même plein de pays qui sont de musulmans, au sens c'est la religion d'État, ou en tout cas c'est la religion dominante, pas forcément d'État. Quand même, il y a besoin d'avoir une analyse là-dessus. Premier point. Deuxième point, évidemment, il y a l'islamophobie. Donc il y a besoin de comprendre aussi ce que c'est que l'islam pour un peu parler de l'islamophobie. Alors, c'est pas besoin de beaucoup d'islam, ou en tout cas pas beaucoup de comprendre les théories sur les mouvements musulmans pour comprendre l'islamophobie. Hein. C'est plutôt une théorie pour comprendre le colonialisme. Mais bon, on empêche un peu. Et évidemment, pour comprendre tous les mouvements qui se réclament de cette politique. Et il y en a énormément, et notamment pour éviter de sombrer dans le truc habituel, à partir du moment où ton orga elle est musulmane, elle est catégorisée dans le même truc. Là-dessus, obscurantiste, réactionnaire, fondamentaliste, avec plein de ces termes, qu'on trouve très classiquement évidemment dans l'extrême gauche, mais pas que. Voilà. Et tout ça, ça concourt quand même, le fait de ne pas avoir d'analyse des mouvements islamistes, des mouvements qui se réclament de l'islam, en plus et de l'islam lui-même, ça conduit en fait à, pour moi, hein, après on peut discuter, à quand même pas mal renforcer l'islamophobie et à pas comprendre ce qui se joue au moment des révolutions, au moment des trucs politiques, etc. etc. Et donc, je prendrai des exemples. Je peux prendre, tu vois, typiquement la Tunisie, c'est un bon exemple là-dessus. Ok, donc l'idée c'est d'attaquer un bouquin donc, que je vous ai dit qui était très polémique quand ça a sorti. Il est très vieux aussi, donc il va falloir être indulgent au livre. Il y a des trucs qui ont très mal vieilli, mais bon, ça avait le mérite d'exister à l'époque. Et donc c'est d'un mec qui s'appelle Chris Harman. Donc Chris Harman, c'est quelqu'un qui est très connu à Gauche Hollande, notamment qui est très connu à l'IST, évidemment. C'était l'un des dirigeants
du SWP, il était membre du comité central, il était rédacteur en chef du journal, il a été longtemps aussi rédacteur en chef de leur revue théorique, et c'était un dirigeant très connu, c'est un théoricien très connu du truc. Si on regarde juste sa feuille marxiste, c'était bien lui. Voilà. Oh merde, c'est la version en français, mais si vous regardez la version en anglais, hop, on peut se mettre là. Je crois qu'on peut remonter après à Chris Harman. Voilà. Et là, vous voyez que ce qui est disponible est beaucoup plus long. Ok, il a écrit plusieurs livres, dont un que je vous recommande et qui est traduit en français, qui s'appelle La Révolution perdue sur la Révolution allemande, qui est quand même un must-read pour tous les gauchistes et les moins gauchistes. Voilà. Bon, il a écrit beaucoup de choses en anglais. Hein, voilà. Donc Chris Harman. Et il est mort en Égypte d'ailleurs, en 2009 lors d'une conf. Voilà. Donc je l'ai connu, je l'ai rencontré, on a papoté. J'ai déjà raconté cette anecdote. Ensuite, donc là vous avez cette traduction qui a été faite, et ça c'est sorti sous forme de brochure en 94. Donc 94-95 en France, la traduction française. C'était une brochure éditée par un groupe qui s'appelait Socialisme International, et donc il y avait ce texte, plus un autre, je crois de Denis d'ailleurs, il me semble, Denis Godard. Alors, par le passé, la gauche a commis 2 erreurs face aux islamistes. La première a été de les considérer comme des fascistes, avec lesquels rien de commun n'était possible. La seconde a été de les considérer comme des progressistes qu'il ne fallait pas critiquer. Voilà. Donc ça, vous avez grosso modo la théorie là-dessus. Et on peut attaquer tout de suite le prophète et le prolétariat de Chris Harman. Rappelez-vous, 1994. Donc je ferai des updates historiques au fur et à mesure de la lecture. Ok. Au Moyen-Orient et ailleurs, la vie politique depuis la révolution 1978-79 en Iran, au moins, est dominée par les mouvements islamistes. Ces mouvements que l'Occident a rangés sous l'étiquette de fondamentalistes islamistes, d'islamisme, d'intégrisme, d'islam politique ou de renouveau islamique ont pour but de régénérer la société grâce à un retour aux enseignements originels du prophète Mohammed. Ils sont devenus une force majeure en Iran et au Soudan. Donc au Soudan un peu moins maintenant, mais en Iran toujours. En Égypte, là aussi, il y a eu la révolution qui est passée et Morsi qui est passée. Et donc c'est toujours une force majeure, mais qui est très très réprimée actuellement en Égypte, les frères musulmans. En Algérie, pareil. Donc là, il écrit au plus pic, des pics de la décennie noire en Algérie, 94. Et au Tadjikistan, où ils sont impliqués dans de violentes luttes armées contre l'État. En Afghanistan, donc là, il fait référence évidemment à ce qui deviendra les talibans. Des mouvements islamistes rivaux se font la guerre depuis l'effondrement du gouvernement pro-soviétique. Donc là, évidemment, en 2000, la prise de pouvoir dans les années fin 90, début des années 2000, des talibans, et leur retour au pouvoir en 2024. Ouais, il s'est quand même passé 30 ans depuis. Alors, dans les territoires occupés, donc évidemment en Palestine, où leur engagement politique défie l'hégémonie de l'OLP sur la résistance palestinienne, donc là évidemment il fait référence au Hamas et au djihad islamique. Au Pakistan, où il constitue une part significative de l'opposition, ça c'est toujours vrai, et plus récemment en Turquie, où le parti du bien-être a pris le contrôle d'Istanbul, d'Ankara et de nombreuses autres villes, et depuis, donc en 99, donc 5 ans après ça, il a même carrément pris l'État qu'il n'a pas lâché depuis. On parle évidemment de l'AKP et de Erdogan. La montée de ces mouvements a causé un énorme choc au sein de l'intelligentsia libérale. Alors, ce qu'il entend par libéral, c'est le terme anglais liberal qui traduit la libérale, c'est-à-dire, on dirait, la gauche intello, la gauche qui est pour les libertés. Et a engendré une vague de panique parmi ceux qui croyaient que la modernisation qui avait suivi la victoire des luttes anticoloniales des années 50 et 60 conduirait inévitablement à l'avènement de sociétés plus éclairées et moins répressives. Donc ça, c'est un classique évidemment de la gauche coloniale, de penser qu'en fait, à l'issue des mouvements de libération et à l'issue des luttes d'ailleurs contre le racisme aussi, en tout cas qu'elle pensait avoir mené, ça prendrait la forme évidemment de l'idéologie libérale qui existe en Occident, en tout cas de sa gauche, et pas en fait de type justement de type religieux. Alors, on verra plus tard que ça a d'abord été pas religieux, puis ça l'a été après par échec des types non religieux.
Donc ils assistent au contraire au développement de forces qui semblent s'inspirer d'une société ancienne, moins libérale, donc moins de gauche, moins progressiste, qui contraint les femmes à l'isolement, utilise la terreur pour réprimer la liberté de penser et menace ceux qui défient ses décrets des châtiments les plus barbares. Donc là, oui, vous voyez à quoi on fait référence. Dans les pays comme l'Égypte et l'Algérie, les libéraux se rangent désormais du côté de l'État, et ça marche aussi pour la Tunisie d'ailleurs, qui les a persécutés et emprisonnés par le passé, et qui continuera de le faire après, dans la guerre qu'ils mènent contre les partis islamistes. Donc ça, c'est une constante, la gauche, y compris arabe, a passé son temps à soutenir l'État contre les islamistes, et en général a fini en prison avec eux. Mais les libéraux ne sont pas les seuls à avoir été plongés dans le désarroi par la montée de l'islamisme. C'est également le cas de la gauche. Alors, il fait une différence, mais bon, on va dire là-dessus. Celle-ci ne sait pas comment réagir face à ce qu'elle considère comme une doctrine obscurantiste, soutenue par des forces traditionnellement réactionnaires et jouissant d'un succès certain parmi les couches les plus pauvres de la société. Ok, donc là on constate en fait qu'effectivement l'islam, ou en tout cas sa forme politique, a un succès parmi les couches du prolétariat. Il en découle deux approches opposées. La première est de considérer l'islamisme comme la réaction incarnée, vous avez vu avec des majuscules, comme une forme de fascisme. Cette position fut notamment adoptée après la révolution en Iran par l'universitaire britannique Fred Hallyday. Donc eux, ils ont un Hallyday, mais qui est universitaire, et du coup, que je connais pas, qui se réclamait de la gauche à l'époque, et qui donnait au régime iranien le nom d'islam à visage fasciste. Une grande partie de la gauche iranienne adopta cette approche après la consolidation du régime Khomeini en 81-82, approche que reprend aujourd'hui la gauche en Égypte et en Algérie. Donc effectivement, la gauche égyptienne et la gauche tunisienne ont tendance à considérer à l'époque, mais aussi un peu après, l'islam et les mouvements islamistes comme fascistes. Ainsi, par exemple, le groupe marxiste révolutionnaire algérien soutient l'idée que les principes, l'idéologie et l'action politique du FIS, donc le FIS c'était le groupe politique qui existait dans les années 80, c'était le gros parti islamiste qui se réclamait de l'islam, de l'islam, et donc du coup... je disais quoi, blablabla. Ouais, donc le FIS. Et le FIS, c'est celui qui sera à l'origine du GIA et tous ces groupes-là, donc pendant l'année 90-2000 en Algérie. Le FIS, là, dont les dirigeants ont été arrêtés à l'issue du coup d'État en 91. Alors, donc l'idéologie et l'action du FIS sont comparables à ceux du Front National en France, donc du Rassemblement National, et qu'il s'agit d'un courant fasciste. Donc la conclusion pratique à laquelle mène facilement une telle analyse est la construction d'alliances politiques visant à empêcher la progression des fascistes à tout prix. Donc on lutte contre les fascistes, évidemment, on lutte contre l'islam avec cette analyse-là. Ainsi, Hallyday concluait que la gauche en Iran avait tort de ne pas s'allier à la bourgeoisie libérale entre 79 et 81 pour s'opposer aux idées et à la politique réactionnaire de Khomeini. Ok, donc il fallait la bourgeoisie libérale, la même, c'est-à-dire les mêmes personnes qui grosso modo étaient avec le Shah à l'époque de sa destitution. Aujourd'hui en Égypte, la gauche, influencée par la tradition communiste dominante, soutient de fait l'État dans sa guerre contre les islamistes. Ok, ce qu'elle fera encore après. L'approche opposée est de considérer les mouvements islamistes comme des mouvements progressistes et anti-impérialistes de défense des opprimés. Alors, cette position fut adoptée par la majeure partie de la gauche iranienne dans la phase initiale de la révolution de 79, donc le Tudeh, parti influencé par l'Union soviétique, ainsi qu'une grande partie des Fedaïn, organisation guerrieristes, et des Moudjahidines du peuple islamiste de gauche, qualifiaient toutes les forces qui soutenaient Khomeini de petites bourgeoisies progressistes. La conclusion de cette approche est qu'il fallait accorder à Khomeini un soutien quasi inconditionnel. Un quart de siècle auparavant, les communistes égyptiens avaient adopté momentanément cette position à l'égard des frères musulmans, les enjoignant de s'allier à eux dans une lutte commune contre la dictature fasciste de Nasser et des alliés anglais et américains. Je veux démontrer donc dans ce pamphlet que ces deux positions sont fausses. Elles ne parviennent ni à identifier le caractère de classe de l'islamisme moderne, ni à définir ses rapports avec le capital, l'État et l'impérialisme. Ok, donc n'hésitez pas. Chip Viewer on Streamboo. Ah. C'est une pub, ça, j'imagine. Ok. C'est la première fois que ça m'arrive. Du coup, continuons. J'en étais où ?
islam, religion et idéologie. Donc là, le chapitre, il va être vachement sur l'histoire de l'islam, hein, et sur ce que c'est qu'une religion. Alors, je vous dis que donc, non seulement ce texte a 30 ans, mais aussi qu'il n'y a pas eu une grosse actualisation de la théorie marxiste sur la religion, en tout cas pas à ma connaissance. Donc ça reste extrêmement, extrêmement basique, voire même, vous allez voir. Let's go. Donc la confusion commence souvent par une confusion sur le pouvoir de la religion elle-même. Les croyants la considèrent comme une force historique à part entière, fût-elle pour le meilleur ou pour le pire. C'est aussi le point de vue de la plupart des anticléricaux bourgeois et des libres penseurs. Putain, ce terme libre penseur. Bon, bref. Pour eux, combattre l'influence des institutions religieuses et des idées obscurantistes constitue en soi la voie vers la libération des peuples. Ok, donc si les institutions et les idées religieuses jouent de toute évidence un rôle dans l'histoire, ce processus ne peut pas pourtant être séparé du reste de la réalité matérielle. Donc en fait, là, ce que va essayer de démontrer Chris Harman, c'est qu'il n'y a pas d'essentialisation à la religion. Il va considérer que la religion, c'est un phénomène politique qui s'inscrit dans des dynamiques plus ou moins complexes et que souvent, indépendamment du fait religieux, mais réellement les personnes qui les incarnent, hein, notamment les croyants, mais aussi son organisation, va s'adapter à l'histoire pour survivre et évidemment pour continuer à avoir de l'influence. Si les institutions et les idées religieuses, donc, les institutions religieuses, avec leur couche de prêtres et de professeurs, apparaissent dans une société donnée et sont en interaction avec cette société. Elles ne peuvent se maintenir au fil des changements de la société qu'à condition de trouver des moyens de changer la base même qui les soutient. Ok ? Donc ça, retenez bien, c'est très important. Ainsi, par exemple, l'une des plus importantes institutions religieuses au monde, l'Église catholique romaine, qui vit le jour à la fin de l'Antiquité et survécut en s'adaptant tout d'abord à la société féodale pendant un millénaire, puis en s'adaptant non sans mal à la société capitaliste qui succéda au féodalisme, a dû pour cela changer une grande partie du contenu de ses propres enseignements. Donc cette fameuse adaptation. Les gens ont toujours su donner des interprétations différentes à leurs idées religieuses en fonction de leur propre situation matérielle, de leurs relations avec d'autres gens et des conflits dans lesquels ils se trouvaient impliqués. L'histoire foisonne d'exemples de personnes qui professent des croyances religieuses presque identiques et qu'on retrouve dans des camps opposés lors des conflits sociaux. Ce fut le cas lors des convulsions sociales qui secouèrent l'Europe pendant la grande crise du féodalisme au XVIe et XVIIe siècle, lorsque Luther, Calvin, Münzer et bien d'autres chefs de file religieux offraient à leurs fidèles une nouvelle vision du monde grâce à une réinterprétation des textes bibliques. Donc là, il fait évidemment référence à la Réforme et aux protestants. Ok. À cet égard, l'islam ne diffère en rien des autres religions. Il est apparu dans un contexte donné, celui de la communauté marchande des villes de l'Arabie du 7e siècle, dans une société dont l'organisation reposait encore principalement sur une base tribale. Puis l'islam s'épanouit au cours de la succession de grands empires façonnés par certains de ceux qui acceptaient les préceptes musulmans. Il persiste aujourd'hui comme idéologie officielle de nombreux États capitalistes, Arabie Saoudite, Soudan, Pakistan, Iran, etc., mais aussi comme source d'inspiration de nombreux mouvements d'opposition. Donc là, vous voyez où il va en venir. On peut tout à fait se revendiquer de l'islam dans plein de sa gestion. C'est l'interprétation en fonction des conditions qui est importante. Et notamment, vous voyez que là, ce qui veut dire, c'est que selon la position de classe, l'islam, il n'a pas la même position. Donc l'islam est parvenu à survivre dans les sociétés aussi différentes parce qu'il a su s'adapter à des intérêts de classe divergents. Ouais, donc c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Il a ainsi pu obtenir des moyens financiers pour construire ses mosquées et payer ses prédicateurs, tour à tour auprès des commerçants d'Arabie, des bureaucrates, des propriétaires terriens, des commerçants des grands empires, comme auprès des industriels du capitalisme moderne. Mais dans le même temps, il a su obtenir l'allégeance de la masse du peuple en véhiculant un message propre à apporter une consolation aux pauvres et aux opprimés. Donc là, c'est un des exemples de ce que dit Marx, notamment sur la religion, qu'elle sert à apporter de la consolation. C'est la fameuse citation qui est l'âme d'un monde sans âme et l'opium du peuple. Pardon. Donc là, on peut tout à fait discuter ça. Il y a plein d'explications alternatives qui ne sont pas la consolation. À chaque étape de son évolution, le discours de l'islam a toujours oscillé entre la promesse d'une certaine protection pour les opprimés et la garantie d'une protection contre tout renversement révolutionnaire pour les classes exploitantes.
Voilà, donc ça aussi, pareil, intrinsèquement dans ce qu'il dit dans le truc, hein, à chaque fois, le discours, il a été adapté en fonction de la personne qui le dit, soit pour attiser la révolte, soit pour la réprimer. Ainsi, par exemple, l'islam exige que les riches s'acquittent d'un impôt islamique de 2,5%, la zakat, pour soulager les pauvres et que les gouvernants fassent œuvre de justice et que les maris ne maltraitent pas leur épouse. Mais il considère l'expropriation des riches par les pauvres comme du vol, affirme que la désobéissance à un gouvernement juste est un crime qui doit être puni par la loi avec la plus grande vigueur et n'attribue aux femmes que des droits inférieurs à ceux des hommes, dont les hommes bénéficient dans les domaines du mariage, de l'héritage ou sur les enfants en cas de divorce. Okay. Il séduit les riches comme les pauvres en réglementant l'oppression et en élevant par là même... tu verras, il va surtout faire le Maghreb. Et l'Iran. Peut-être l'Iran, ouais. Je sais pas s'il fait l'Iran. Alors, il séduit les riches comme les pauvres en réglementant l'oppression et en élevant par là même... ah oui, je n'ai pas oublié de lire ta phrase. L'analyse se fait dans quelle zone géographique précise? Pardon. Viet Cramprouf, merci de la question. En réglementant l'oppression et en élevant par là même un rempart contre l'oppression, contre une oppression plus dure encore, mais aussi contre une éventuelle révolution. Ok. L'islam constitue, comme le christianisme, l'hindouisme et le bouddhisme, à la fois le cœur d'un monde qui en est dépourvu et l'opium du peuple. Voilà, j'avais pré-shot, c'est typiquement la citation, le cœur d'un monde sans monde, l'âme d'un monde sans âme, la vallée au-dessus, l'auréole sur la vallée de larmes, etc. Tout le paragraphe de Marx là-dessus, et l'opium du peuple qui est la fin. Ok, mais aucun ensemble d'idées ne peut rencontrer un tel écho chez des classes différentes, en particulier dans une société ébranlée par des convulsions sociales, à moins d'être remplie d'ambiguïté. Donc ça, c'est un élément important, hein, que l'idéologie peut tout à fait se comprendre en fonction de sa position de classe, sinon tu ne rencontres pas d'écho. On a ces discussions-là pour toute idéologie, et même si c'est pas, on va voir ça après, ça n'a pas grand-chose à voir avec le fascisme, le RN a aussi ce type d'ambiguïté. Donc il doit pouvoir donner lieu à des interprétations différentes, même si cela conduit ses disciples à s'entre-déchirer. Alors, et là il dit que c'est en fait le cas depuis le début. L'islam vérifie cette condition quasiment depuis ses origines. Après la mort de Mohammed en 632 après Jésus-Christ, 2 ans après à peine la conquête de la Mecque par les musulmans, des divergences apparurent entre les disciples d'Abou Bakr, qui devient le premier calife, c'est-à-dire le successeur de Mohammed comme chef de l'islam, et Ali, le mari de Fatima, sœur du prophète. Ali affirmait que certaines des décisions prises par Abou Bakr relevaient de l'oppression. Ces divergences grandirent pour finalement aboutir à une bataille entre armées musulmanes rivales, la bataille du chameau qui fit 10 000 morts. Ces divergences provoquèrent le premier grand schisme, donnant naissance à 2 versions de l'islam sunnite et l'islam chiite, comme vous le savez. Ce ne fut que le premier d'une longue série. On vit apparaître de façon récurrente des groupes qui dénonçaient la souffrance que les impies infligeaient aux opprimés et réclamaient un retour à la pureté originelle de l'islam, telle qu'elle existait du temps du prophète. Donc là, ce qu'il explique, c'est que régulièrement, il y a des schismes avec des gens qui disent il faut revenir au vrai islam du prophète pour avoir de la légitimité. Okay. Comme le dit donc Akbar S. Ahmed, ouais, je ne sais pas comment il s'appelle vraiment, mais bon, ok, je verrai après. Tout au long de l'histoire de l'islam, les chefs de file musulmans ont souvent prêché un idéal. Ils se faisaient ainsi les porte-paroles des mouvements ethniques, sociaux ou politiques souvent flous. Ceci ouvrit la voie à tout l'éventail schismatique qui caractérise la pensée islamique, depuis le chiisme, avec ses ramifications comme les ismaéliens, jusqu'à d'autres mouvements plus éphémères. L'histoire musulmane est remplie de Mahdi, menant des révoltes contre l'ordre établi. Donc des Mahdi, c'est des prophètes temporaires, on va dire, qui sont censés apparaître juste avant la fin du monde. Menant des révoltes contre l'ordre établi, y perdant souvent la vie. Ces meneurs étaient souvent issus de la petite paysannerie ou de groupes ethniques démunis. L'utilisation du discours islamique a renforcé leur sentiment de dénuement et consolidé le mouvement. Ok ? Oui, et c'est un blasphème de le dire comme ça. Quand je parle de Mahdi, Fiza, c'est ça. Il y aura énormément de blasphème, hein. Enfin, dans ce que dit Arman. Ok. Oui. Du coup, Fiza est là. On aura, comment dire, un regard éclairé sur ces questions.
Alors, bloup, bloup, bloup. Même l'islam traditionnel ne constitue pas, du moins dans ses formes populaires, un ensemble de croyances homogènes. La diffusion de cette religion... Oui, oui, j'ai vu. Bienvenue dans ce stream, camarades. Ok, la diffusion de cette religion, qui couvre toute la région allant de la côte atlantique de l'Afrique du Nord-Ouest au golfe du Bengale, implique l'incorporation dans la société islamique de peuples qui intégraient beaucoup de leurs anciennes pratiques religieuses, même si elles étaient en contradiction avec certains des préceptes originels de l'islam. C'est pourquoi les formes populaires de l'islam incluent souvent des cultes de saints locaux ou de reliques saintes, même si l'islam orthodoxe considère ces pratiques comme de l'idolâtrie sacrilège. C'est ainsi que prospèrent les fraternités soufistes qui, sans constituer des rivales de taille pour l'islam traditionnel, mettent l'accent sur l'expérience mystique et magique, ce que de nombreux fondamentalistes trouvent inacceptable. Ok, donc c'est toujours à peu près le même message, depuis le début. Ainsi, tout appel à un retour aux pratiques du prophète est en fait synonyme non de conservatisme, mais de transformation conduisant à un comportement tout à fait nouveau. Donc là, son argument, vous l'avez vu, c'est que bien souvent des groupes qui se réclament d'un islam qui est plus pur, plus fondamental, c'est pas un statu quo de type réactionnaire au sens où on veut maintenir la société telle qu'elle est, mais c'est plutôt pour, grosso modo, avec différentes contradictions en fonction des classes qui l'animent, pour revenir à cet islam plus fondamental, on va dire, et donc pour contrer l'ordre qui existe actuellement. Donc il y a un aspect de bouleversement de l'ordre. Donc c'est là est vrai du renouveau de la foi islamique tout au long de ce siècle. Il fut d'abord un moyen de faire face à la conquête matérielle et la transformation culturelle de l'Asie et de l'Afrique du Nord par l'Europe capitaliste. Les partisans de ce renouveau de la foi affirmaient que cette transformation n'a jamais été possible sans la corruption des valeurs islamiques, dont les grands empires médiévaux, par leur avidité en biens matériels, étaient responsables. Le seul moyen de régénérer le monde musulman était de ressusciter l'esprit fondateur de l'islam, tel qu'il était exprimé par les 4 premiers califes, ou pour les chiites, par Ali. C'est ce qui, pour prendre un exemple, justifia aux yeux de Khomeini la dénonciation de la quasi-totalité de l'histoire de l'islam depuis 1300 ans. Malheureusement, le véritable islam eut une courte vie. Les Omeyyades, tout d'abord, puis les Abbassides, firent beaucoup de tort à l'islam. Plus tard, les monarques qui régnèrent sur l'Iran continuèrent dans la même voie. Ils déformèrent complètement l'islam en le remplaçant par quelque chose de très différent. Donc là, c'est une citation de Khomeini. Ainsi, alors que l'islamisme peut être présenté par ses défenseurs et ses détracteurs comme une doctrine traditionnaliste fondée sur le rejet du monde moderne, les choses sont en fait bien plus complexes. L'aspiration à recréer un passé mythique correspond à une volonté non de laisser la société existante telle qu'elle, mais de la refondre complètement. Donc, comme je disais, ce n'est pas conservateur au sens habituel qu'il faut conserver la société telle qu'elle est. De plus, ce désir de refondre la société ne peut avoir pour but de produire une copie conforme de l'islam au 7e siècle, puisque les islamistes ne rejettent pas tous les aspects de la société actuelle. En règle générale, ils acceptent l'industrie et la technologie moderne, ainsi qu'une grande partie de la science sur laquelle elle s'appuie. Souvent, ils affirment que l'islam, en tant que doctrine plus rationnelle et moins empreinte de superstition que le christianisme, est davantage en harmonie avec la science moderne. Les partisans du renouveau de la foi essaient donc en fait de faire advenir quelque chose qui n'a jamais existé auparavant et qui fait fusionner les traditions anciennes et les formes modernes de la vie sociale. Ok, donc continuons. Par conséquent, réduire tous les islamistes à des réactionnaires entre guillemets est une erreur, tout comme assimiler le fondamentalisme islamique dans son ensemble au fondamentalisme chrétien, qui est le bastion de l'aile droite du Parti républicain américain. Donc c'est écrit en 1994. Vous voyez que ça n'a pas changé. Des personnages comme Khomeini, comme les chefs de file des groupes moudjahidines rivaux en Afghanistan, ou comme les dirigeants du FIS en Algérie, utilisent certes des thèmes traditionnalistes et jouent sur la nostalgie de groupes sociaux en voie de disparition, mais ils attirent aussi des courants radicaux apparus avec la transformation de la société par le capitalisme. Olivier Roy, lorsqu'il évoque les islamistes afghans, explique que le fondamentalisme est tout autre chose que le traditionnalisme. Okay ? C'est l'idée qu'il faut effectuer un retour sur les textes par-delà la tradition qui les a alourdis et déformés. Donc rappelez-vous la remarque de Khomeini qui disait que 1300 ans d'histoire c'était catastrophique. C'est le retour à la relecture, la quête des origines. L'ennemi n'est pas la modernité mais la tradition, ou plutôt dans le contexte musulman, tout ce qui n'est pas la tradition du prophète, la sunna. Il s'agit bien d'un réformisme.
Le traditionnalisme musulman est une idéologie qui cherche à perpétuer un ordre social miné par le développement du capitalisme. Ou du moins à évoquer cet ordre afin de masquer la transformation de la vieille classe dirigeante en classe capitaliste moderne. C'est le cas de la famille qui règne sur l'Arabie Saoudite. L'islamisme est une idéologie qui, bien qu'elle fasse appel à certains thèmes similaires, cherche à transformer la société, non à la conserver en état. C'est pourquoi le terme même d'intégrisme n'est pas vraiment approprié. Comme Abrahamian l'a observé, l'appellation d'intégrisme est synonyme d'inflexibilité religieuse, de purisme intellectuel, de traditionnalisme politique et même de conservatisme social et de centralité des principes scripturaux doctrinaux. Le terme d'intégrisme implique le rejet du monde moderne et, comme on vous dit, a priori, il n'y a pas ce rejet, en tout cas pas complètement. Mais en fait, les mouvements comme celui de Khomeini en Iran reposent sur l'adaptabilité idéologique et la flexibilité intellectuelle accompagnée d'une contestation de l'ordre établi et de la prise en compte des problèmes socio-économiques qui alimentent l'opposition de masse au statu quo. Je ne sais pas qui cite le 12. Je vais aller voir qui c'est le 12. Je ne connais pas qui cite. Putain, je suis descendu trop vite, pardon. Où est le 12 ? Excusez-moi. Là. Il cite qui, là ? C'est le même Abraham, on ne connaît pas, sur le communisme. J'allais dire le communisme. C'est Khomeini. Ok. Donc elle est marrante, cette statistique. Hein. Donc elle dit clairement que l'islamisme, en tout cas défendu par Khomeini, c'est un truc flexible politique qui s'adapte à la situation. Non, je ne connais pas. Tu connais pas par cœur les notes de bas de page, quoi. Non, coin 1. Non, malheureusement, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu ce texte. Hein. Je suis semi-blind là, hein, en fait. Pourtant, on ne distingue pas toujours clairement ce qui différencie l'islamisme du traditionnalisme. Et c'est justement parce que la notion de régénération sociale se présente sous la forme d'un discours religieux qu'elle est susceptible d'interprétations différentes. Elle peut signifier mettre simplement fin à des pratiques dégénérées, grâce à un retour aux comportements qui sont supposés l'avoir précédé la corruption de l'islam par l'impérialisme culturel. L'accent est mis alors sur la pudeur de la femme et sur le port du voile, sur la fin de la promiscuité due à la mixité à l'école et sur le lieu de travail, sur opposition à la musique populaire occidentale et ainsi de suite. Ainsi, l'un des dirigeants les plus populaires du FIS, Ali Belhadj, dénonce-t-il la violence entre guillemets à l'égard des musulmans due à l'invasion culturelle. Donc c'est une longue citation de Ali là-dessus, du fils donc. Nous, musulmans, nous croyons avec force que la forme la plus grave de violence qu'on nous fait n'est pas la violence physique, car nous sommes prêts, c'est seulement la violence que représente le défi lancé aux sentiments de la communauté musulmane par l'imposition d'une législation diabolique au lieu de la charia. Existe-t-il une violence plus grande que celle qui consiste à répandre et à encourager ce que Dieu a interdit ? Donc notez bien cette phrase de comment c'est perçu chez les musulmans certaines lois par exemple. On crée des entreprises vinicoles, œuvres du démon, et les maisons de passe sont protégées par les policiers. Peut-on concevoir violence plus grande que celle de cette femme qui brûle son foulard en place publique aux yeux de tous en disant que l'actuel code de la famille pénalise la femme et trouve des efféminés, des demi-hommes ou des transsexuels, donc c'est lui, je cite, j'aurais dû mettre un trigger warning, j'ai pas lu la citation avant, pour la soutenir dans son égarement. Est-ce de la violence que d'exiger que la femme demeure chez elle, dans une atmosphère de chasteté, de réserve et d'humilité, et qu'elle n'en sorte que dans les cas de nécessité définis par le législateur ? Que d'exiger la ségrégation des sexes parmi les élèves et les enseignants et l'absence de cette mixité puante cause de la violence sexuelle. Voilà. Donc, vous voyez bien dans le texte, cette espèce d'ambivalence, toujours la même. C'est une lutte contre l'Occident impérial et en même temps un truc, bon, vous voyez, un peu réac. Mais la régénération peut être aussi synonyme de remise en cause de l'État et d'aspect de la domination politique de l'impérialisme. L'invasion culturelle. Ainsi, les islamistes iraniens fermèrent la plus importante station d'écoute américaine en Asie et prirent le contrôle de l'ambassade des États-Unis. Le Hezbollah au sud-Liban, le Hamas en Cisjordanie et à Gaza ont joué un rôle clé dans la lutte armée contre Israël. En Algérie, le FIS a organisé des manifestations monstres en opposition à la guerre menée par les États-Unis contre l'Irak, et même si elles lui coûtèrent la perte du soutien financier de l'Arabie Saoudite.
La notion de régénération peut même signifier dans certains cas le soutien aux luttes matérielles contre l'exploitation des travailleurs et des paysans, comme le montre l'exemple des moudjahidines iraniens entre 79 et 82. Les différentes interprétations de l'idée de régénération séduisent des individus issus de classes sociales différentes. Mais la phraséologie religieuse peut empêcher ceux qui sont concernés d'identifier les différences qui les séparent. Dans le feu de la lutte, les individus sont susceptibles de mélanger les enjeux, si bien que la lutte contre le dévoilement des femmes est vue comme une lutte contre les compagnies pétrolières occidentales et contre la pauvreté extrême de la masse de la population. Ainsi, en Algérie, à la fin des années 80, toujours le même Ali Belhadj, alors attends, avant que je cite, j'ai une phrase de Hafiza, mais d'ailleurs, il n'y a pas que les islamites qui disent ça, je suis tombé sur le même propos de Cheikh Ramadan Al-Bouti, qui est plutôt un représentant de ce qu'Armen appelle l'islam traditionnel, je crois. Ok. Non, mais même les non-musulmans, hein, ils parlent de l'invasion culturelle. Hein. C'est quand même un thème assez classique qui permet de passer pour anti-impérialiste. Alors, on y va. Donc, toujours le même Belhadj. Il fait figure au contraire de tête brûlée. Donc, lui là, hop. Concevant l'islam dans sa forme scripturale la plus pure, il prône l'application stricte de ses commandements. Ali Belhadj part tous les vendredis en guerre contre le monde entier, juifs et chrétiens, sionistes, communistes et laïcs, libéraux et agnostiques, gouvernants de l'Est et de l'Ouest, donc rappelez-vous à l'époque ça avait une réalité, chefs d'État arabes ou musulmans, chefs de partis intellectuels occidentalisés sont les cibles favorites de ses prônes, je connais pas le mot, hebdomadaires. Pourtant, sous la confusion des idées, de réels intérêts de classe étaient à l'œuvre. Donc là, on attaque l'un des gros morceaux du texte d'Arman, qui est la nature de classe. Donc ça, c'est un truc bien marxiste, qui consiste à dire les idéologies, elles n'existent pas en l'air, elles sont appuyées par des classes. Donc il a fait tout un discours avant pour expliquer qu'en plus, là, l'idéologie, elle était ambiguë, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des idéologies... Non, pas le cas, moins le cas d'idéologies comme le communisme qui défend une des classes ou comme la droite qui défend une autre classe. Là, on est typiquement sur des idéologies qui peuvent être reprises à la fois par les possédants et à la fois par les exploités dans un même groupe. Donc, du coup, il faut se poser plus la question de à la fois quelles sont les classes qui sont... autour, à la fois dans l'organisation de l'islam politique ou d'islamisme, mais aussi dans son soutien, politique. Ok, donc on continue. L'islamisme est apparu dans les sociétés traumatisées par l'impact du capitalisme. Tout d'abord sous la forme d'une conquête externe par l'impérialisme, ensuite de plus en plus par la transformation des rapports sociaux internes qui accompagne l'apparition d'une classe capitaliste locale et la formation d'un État capitaliste indépendant. Donc là, clairement, il fait référence donc évidemment à la colonisation et à la fin de celle-ci, et au fait que la fin de celle-ci a correspondu non pas évidemment à des sociétés plus justes, mais au contraire à l'apparition d'une classe locale et à la formation d'un État qui a sa propre autonomie, un État indépendant, mais qui reste capitaliste. Tous ces États sont des États capitalistes, même si, rappelez-vous, ils peuvent être d'États. Des États capitalistes d'État. Alors, les anciennes classes sociales ont été remplacées par de nouvelles, bien que ce ne soit pas fait de manière claire ou instantanée. Il s'est produit ce que Trotsky appelait un développement inégal et combiné. Donc là, rappelez-vous, c'est la théorie de Trotsky qui dit que le capitalisme... il a un développement donc, qui est à la fois pas le même partout et en même temps qu'il y a des interactions. Hein. Là, c'est une redéfinition de l'impérialisme et de l'impact de l'impérialisme et du colonialisme. Bon, la plupart des gens préfèrent qu'on n'utilise pas le terme développement parce qu'on aurait une idée qu'il n'y a qu'une façon de faire. Hein. On peut tout à fait rester très longtemps pas développé, donc c'est pas vraiment un développement. Par contre, inégal et combiné, ça c'est clairement vrai, quoi. En tout cas, c'est des trajectoires. Trajectoire du capitalisme dans les autres pays que les pays capitalistes occidentaux blancs, qui est inégal et combiné. Le colonialisme a battu en retraite, mais les grandes puissances impérialistes, en particulier les États-Unis, continuent d'utiliser leur puissance militaire comme outil de négociation, pour influer sur la production de l'unique ressource majeure du Moyen-Orient, le pétrole. Bon là, ok. À l'intérieur, l'intervention de l'État, et souvent la propriété étatique, a conduit à l'émergence d'une grande industrie moderne, mais des secteurs entiers de l'industrie traditionnelle subsistent,
basée sur un grand nombre de petits ateliers dans lesquels le propriétaire travaille souvent avec 2 ou 3 employés, fréquemment membres de sa propre famille. Donc là, il fait référence évidemment à l'économie quasiment générale, y compris même dans les trucs capitalistes d'État, hein, où il y a des, grosso modo, petites bourgeoisies, artisanes, etc., associées avec des ensembles capitalistes un peu plus gros. Et ça, c'est un peu la quasi-totalité des pays sur Terre. Enfin, de moins en moins maintenant les 2-3 employés, mais grosso modo, c'est ça. La réforme agraire a transformé certains paysans en agriculteurs capitalistes modernes, mais bien plus grand est le nombre de ceux qu'elle a contraints à l'exode, les dépossédant ou presque de leurs terres et les forçant, pour essayer de joindre les deux bouts, à avoir recours à des emplois temporaires dans des ateliers ou sur les marchés des bidonvilles en pleine explosion. Donc là aussi, c'est un truc du développement du XXe siècle qui a fait virer en fait les paysans des campagnes pour habiter dans les villes là-dessus et souvent trouver des boulots qui sont beaucoup plus dangereux, beaucoup moins payés, etc., etc. Donc, par contre, ça aussi c'est une particularité, on verra, qui est très forte, c'est ce deuxième point. L'expansion considérable du système éducatif forme des diplômés en grand nombre, mais ceux-ci ne trouvent que peu de débouchés professionnels dans les secteurs de pointe de l'économie. Ils placent tous leurs espoirs dans l'accès à la bureaucratie d'État, tout en faisant des petits boulots dans l'économie informelle. Racoler de la clientèle pour les commerçants, servir de guide aux touristes, vendre des billets de loterie, conduire des taxis, etc., etc. Donc ça, typiquement, pays du Maghreb, c'est une réalité. Des études supérieures souvent très importantes, beaucoup de gens très brillants, mais pas de travail pour ces personnes. Les forces productives, elles sont trop en recul. Les systèmes en place, il est trop géré par des capitalistes et des propriétaires qui sont, qui sont pas intéressés. Donc on a une main-d'œuvre, entre guillemets, hyper qualifiée, qui a fait beaucoup d'études. L'État de Tunisie, c'est un magnifique exemple pour ça, là-dessus. C'est d'ailleurs l'une des raisons de la révolution de 2011, ça a été vraiment cette espèce de classe d'intello, ingénieurs, etc., qui sont en fait, qui vendent des fruits et légumes au marché pour 3-4 dinars. Ok. Les crises de l'économie mondiale ces 20 dernières années ont aggravé toutes ces contradictions. Donc là, il a pris du retard parce que c'était déjà il y a 30 ans. Et la situation a changé en 30 ans. Il y a l'ouverture au marché beaucoup plus importante, libéralisation. Et il n'y a même quasiment plus d'État. Si je prends toujours les exemples du Maghreb. La Tunisie, c'est flagrant. L'année d'après où il écrit ça, en 95, c'est l'accord de libre-échange de Ben Ali avec l'Europe. Et c'est une libéralisation massive qui a été continuée d'ailleurs, et c'est pas la moindre des contradictions, par les islamistes au pouvoir en Tunisie après la révolution. Mais bon, j'anticipe. Donc, la crise de l'économie mondiale de ces 20 dernières années a aggravé toutes ces contradictions. L'économie nationale est désormais trop limitée pour permettre un fonctionnement efficace des industries modernes, alors que l'économie mondiale est trop compétitive pour leur permettre de survivre sans protection de l'État. Okay. Les industries traditionnelles n'ont en général pas pu se moderniser sans soutien de l'État, et elles ne peuvent apporter une solution à l'incapacité de l'industrie moderne à fournir des emplois à la population urbaine en essor. Donc voilà, donc là on a la contradiction classique des États sous domination impérialiste. Ils ont du mal à être rentrés en compétition, ils ont besoin d'un État, mais l'État ne peut pas y arriver, elle ne peut pas tout moderniser. Mais quelques secteurs ont essayé d'établir des liens autonomes avec le capital international et supportent de moins en moins la domination de l'État sur l'économie. Les habitants les plus riches des villes engloutissent de plus en plus les produits de luxe disponibles sur le marché mondial, créant un mécontentement croissant parmi les travailleurs temporaires et les chômeurs. Donc là, la traduction est un peu chelou. Mais grosso modo, vous créez une classe de riches qui apparaît. Donc ça, par contre, c'est une réalité. Vous avez des gens qui ont une opulence, y compris visuelle, énorme dans tous ces pays-là. En fait, c'est une règle pour tous les pays, mais même en France d'ailleurs, mais pour tous les pays sous domination impérialiste. L'islamisme est une tentative de résolution de ces contradictions par des gens qui ont été élevés dans le respect des idées islamiques traditionnelles. Mais il n'est pas soutenu de manière égale par tous les groupes sociaux. Certains de ces groupes adhèrent à une idéologie moderne laïque, bourgeoise ou nationaliste, tandis que d'autres se tournent plutôt vers une forme de réponse laïque et prolétaire. Le renouveau islamique reçoit le soutien de 4 groupes sociaux différents, chacun interprétant l'islam à sa manière. Ok, je check l'heure. Allez, alors il y a 3 groupes sociaux. Hein. Il est où ? Le 4e, il est là.
Voilà, donc les deux premiers, on va aller vite. Après, vous avez celui de la pauvreté, mais vous avez celui le plus important de la nouvelle classe moyenne. Let's go. Donc, l'islamisme des anciens exploiteurs. Tout d'abord, on trouve les membres des classes privilégiées traditionnelles qui craignent d'être des perdants de la modernisation capitaliste de la société, en particulier les propriétaires terriens, y compris le clergé dépendant pour ses revenus des terres appartenant à des fondations religieuses. Les commerçants capitalistes traditionnels et les propriétaires de la masse des petits magasins et d'ateliers. Okay, donc ça, c'est une réalité, c'est des gens qui sont soumis à l'impérialisme et la entre guillemets modernisation de l'économie, c'est une menace très forte sur leur vie en fait. Ce sont souvent ces groupes qui ont financé les mosquées et qui considèrent l'islam comme un moyen de défendre leur mode de vie et de faire entendre leur voix à ceux qui gèrent le changement. Ainsi, en Iran et en Algérie, c'est ce groupe qui a fourni au clergé les ressources pour s'opposer au programme de réforme agraire de l'État dans les années 60-70. L'islamisme des nouveaux exploiteurs. Ensuite, on trouve issus pour la plupart du groupe précédent certains capitalistes qui ont réussi malgré l'hostilité des groupes liés à l'État. En Égypte, par exemple, les frères musulmans s'étaient faufilés, donc c'est une citation, dans les mailles du tissu économique de l'Égypte de Sadat, à l'époque où les pans entiers en étaient livrés au capitalisme sauvage. Le Rockefeller égyptien, entrepreneur Othman Ahmad Othman, n'a jamais fait mystère de sa sympathie pour les frères. Ok, donc voilà. En Turquie, le parti du bien-être, dirigé par un ancien membre du principal parti conservateur, jouit du soutien d'une grande partie du capital de taille moyenne. En Iran, parmi les bazars qui ont soutenu Khomeini contre le Shah, on trouvait des riches capitalistes frustrés par la manière dont la politique économique favorisait ceux qui étaient proches de la couronne. Voilà, donc vous avez le ressentiment aussi de capitalistes qui, notamment, étaient lésés. Là, en l'occurrence, c'est un classique aussi dans l'espèce de favoritisme qui peut exister autour de l'État. Donc, on attaque maintenant les deux gros morceaux. Donc, l'islamisme des pauvres. Le troisième groupe est celui des pauvres issus du monde rural qui ont souffert de l'expansion de l'agriculture capitaliste, forcés à l'exode vers les villes à la recherche désespérée d'un emploi. Ainsi, en Algérie, la réforme agraire n'a profité qu'à 2 des 8,2 millions de ruraux. Les 6 millions restants durent choisir entre rester dans leur campagne et voir leur pauvreté s'aggraver, ou partir à la ville pour chercher du travail. Mais dans les villes, le groupe le plus démuni est celui des chômeurs irréductibles, composé des anciens paysans déracinés, qui ont déferlé sur les villes en quête d'un emploi et d'avancement social, et qui se sont retrouvés détachés de la société rurale, sans être pour autant intégrés à la société urbaine. Donc là, on a clairement une position de classe un peu particulière, notamment en marge du prolétariat. Ils ont perdu les certitudes associées à un monde de vie ancien, certitudes qu'ils identifiaient à la culture musulmane traditionnelle, sans acquérir une quelconque sécurité matérielle ou un mode de vie stable. Okay, pour des millions d'Algériens pris d'entre d'une tradition qui ne leur inspire plus une loyauté totale et un modernisme qui ne peut satisfaire les besoins psychologiques et spirituels, en particulier les jeunes, il n'existe plus de normes claires de comportement et de croyance. Donc je ne sais pas qui dit ça, mais c'est une analyse là-dessus. Bon, moi je suis pas hyper fan de la... comment dire... voilà, ce genre de phrase, okay, qui résume en fait plein de trajectoires qui peuvent être diverses et variées. Mais bon, l'idée c'est que vous avez un groupe de personnes qui sont grosso modo, qui n'ont pas de lien social avec le prolétariat directement puisqu'il n'en est pas issu, qui sont déracinés et qui se trouvent en proie aussi avec des trucs où ils viennent d'un mode de vie qui était paysan et peut-être un peu plus lié à l'islam que d'autres. C'est pas essentiellement ces catégories-là qui font quoi ? Qui sont musulmans islamistes, c'est ça que tu veux dire ? Donc tu vois, il n'y a pas que, en tout cas. Ah, c'était essentialisant. Oui, si, un petit peu. Alors, les catégories, elles le sont pas. Pardon, ouais, essentiellement, j'ai mal lu, excuse-moi, je viens de comprendre. Si, mais après, bon, tu fais une analyse un peu générale. Je suis pas fan de la forme que ça prend et puis des espèces d'idées générales. L'idée, c'est que tu peux quand même avoir une dynamique générale des carrières, même si, évidemment, elles peuvent... des trajectoires, même si elles peuvent différentes. Mais ça reste ça reste de la sociologie. Que tu peux, je pense, généraliser des groupes sans les essentialiser. Enfin, tout n'est pas juste une somme de comportements individuels. Il y a quand même des traits génériques qui sont, je pense, qu'on peut retenir. Justement de classe, en l'occurrence.
Alors, dans une telle situation, même l'agitation islamique menée par les anciens propriétaires terriens contre la réforme agraire dans les années 70 était susceptible de trouver un écho favorable chez les paysans et les ex-paysans. En effet, la réforme agraire pouvait devenir un symbole de la transformation des campagnes qui provoquait la destruction d'un mode de vie qui, bien que miséreux, était synonyme de sécurité. Aux propriétaires terriens établis en ville et aux paysans sans terre, les intégristes tiennent le même langage. Le Coran stigmatise l'expropriation des biens d'autrui. Il recommande aux riches et à ceux qui gouvernent conformément à la Sunna d'être généreux envers les indigents. Okay, donc là, on a clairement un truc d'utilisation de préceptes musulmans pour, grosso modo, un but politique de classe contre une certaine politique. En disant que cette politique, elle est opposée, évidemment, à l'islam. L'attrait de l'islamisme augmenta au cours des années 80, donc ça c'est une réalité, notamment en Algérie, au fur et à mesure que la crise économique accentuait le contraste entre les masses appauvries et l'élite, représentant 1% de la population qui dirigeait l'État et l'économie. La richesse et le style de vie à l'occidental des membres de cette élite cadraient mal avec l'image d'héritier de la lutte de libération contre les Français à laquelle ils prétendaient. Donc là, c'est un taillage en règle de la direction du FLN et puis des militaires là-dessus. Donc c'est très facile pour un ex-paysan d'identifier la conduite non islamique de cette élite comme la cause de leur propre misère. Donc ça, n'importe qui un peu de famille arabe a entendu ce genre de truc, notamment chez une partie de la famille qui sont plutôt moins occidentalisés et plus de droite, on va dire ça comme ça. En tout cas comme c'était à l'époque, chez moi en tout cas, par exemple. De même en Iran, la transformation capitaliste de l'agriculture par la réforme agraire lancée par le Shah dans les années 60 ne profitait qu'à une minorité de travailleurs. Ou juste musulmanes. Aussi, ouais. Mais moi il y en a moins des musulmans dans la famille. Ok, alors, elle n'apportait aucune amélioration à la situation économique des autres, parfois elle l'aggravait. Ceci accentua l'antagonisme existant entre les pauvres ruraux ou récemment urbanisés et l'État, antagonisme qui était loin de desservir les forces islamiques qui s'étaient opposées à la réforme agraire. Ainsi, pour prendre un exemple, lorsqu'en 1962 le Shah fait appel aux forces de l'ordre contre les grandes figures de l'islamisme, il ne réussit qu'à en faire des vecteurs de l'expression du mécontentement d'un très grand nombre de gens. Donc les gens, ils vont évidemment défendre les grandes figures de l'islamisme, y compris même pour des personnes qui ne sont pas nécessairement à fond islamistes. En Égypte, l'infitah, l'ouverture de l'économie sur le marché mondial, grâce à des accords signés avec la Banque mondiale et le FMI à partir du milieu des années 70, aggrava sensiblement la situation de la majorité des paysans et ex-paysans, créant ainsi d'énormes réserves d'amertume. Alors on verra que c'est toujours à peu près la même histoire, hein. Après les vagues de décolonisation, on a la vague en fait où le développement il rentre en contradiction, la théorie du développement il rentre en contradiction avec l'impérialisme de manière générale, on lâche pas, donc le néocolonialisme, la France-Afrique, tout ça. Et suit une période à l'issue au moment du crack de la crise pétrolière de 70, se crée en fait toute une vague de mesures organisées par le FMI de restructuration. Ok, elle mettra un peu de temps, mais grosso modo, dans les années 80, vous avez un appauvrissement massif de tous ces pays. Et évidemment, comme vous avez vu, la modernisation qui crée en plus des groupes de personnes qui n'ont pas de travail. Donc vous êtes obligé de faire une réforme agraire. En fait, c'est à peu près les mêmes problèmes qu'avait la Russie capitaliste. Pour l'émancipation de l'impérialisme, il faut faire une réforme agraire et en même temps pour être capable d'avoir des forces productives suffisamment importantes pour leur donner du travail à la ville. Quand vous avez soit pas de réforme agraire, donc vous avez que des paysans pauvres, soit quand vous en avez une, vous créez pas un sous-prolétariat, mais un prolétariat plus appauvri, et des conditions en fait pour à la fois la révolte, l'instabilité, mais aussi la crise dans votre pays. Et ça, c'est systématique. Tous les pays du Maghreb, tous les pays africains ont connu ce truc-là. Les années 80, c'est les années des émeutes du pain, c'est les années du développement et effectivement des groupes islamistes et musulmans. Et tout ça, ça prend son origine de ça, la Banque mondiale et le FMI, à partir des milieux des années 70. Donc, aggrava sensiblement la situation. Okay. En Afghanistan, les réformes agraires imposées après le coup d'État du Parti communiste en 78, comme c'est bien dit, l'invasion des Russes, entraînèrent une série de soulèvements spontanés de la part de toutes les sections de la population rurale. Donc là aussi, c'est un autre élément important, c'est que
dans plein d'endroits, et notamment en Afghanistan. Même si la plupart des gens ne sont pas talibans, ne sont pas dans des groupes armés, il y a un soutien très fort face à un ennemi qui est censé être bien plus considéré comme bien plus dangereux. Donc l'État russe dans les années 70-80 et après les Américains à partir de 2000 jusqu'en 2020. Ok, donc on y continue. Donc là c'est une citation d'un bouquin. Les réformes ont mis fin au mode de vie traditionnel fondé sur un intérêt mutuel sans offrir aucune alternative. Les propriétaires dépossédés se gardent bien de distribuer les semences à leurs métayers. Les prêteurs traditionnels refusent de prêter. Certes, il est prévu sur le papier la création d'une banque de développement agricole et d'un office de distribution des semences et d'engrais, mais rien n'est en place au moment de la mise en œuvre de la réforme. Ainsi, la simple annonce des réformes avait privé le paysan de ses approvisionnements en semences. Mais ce que la réforme détruit, ce n'est pas qu'une simple structure économique, c'est tout le cadre social, non seulement de la production, mais de la vie même du paysan. Pas étonnant qu'au lieu de dresser 98% du peuple contre 2% d'oppresseurs, ces réformes aient eu comme conséquence une révolte généralisée de 75% des campagnes. Quand on s'est aperçu que le nouveau système n'était pas efficace, même les paysans qui avaient au départ accueilli la réforme favorablement considèrent qu'ils vivraient mieux si on revenait à l'ancien système. Donc là, c'est la réforme agraire en Afghanistan dans les années 70-80. Mais ce n'est pas seulement l'hostilité à l'État qui sensibilise les ex-paysans au message des islamistes. Les mosquées fournissent un point de repère social pour des gens perdus dans une ville nouvelle et étrange. Ok. Les organisations caritatives islamiques leur apportent les services sociaux les plus rudimentaires, cliniques, enseignements, etc., que l'État n'assure pas. Alors ça, c'est vraiment un point qui est très très sous-estimé dans les analyses, notamment du développement de l'islam dans les années 80, c'est ce point-là. Hein, juste pour info, vous rappelez-vous, par exemple, le Hamas est d'abord une association caritative, une association qui apprend à lire, à écrire, etc., avant d'être un groupe politique. Donc ce truc-là, l'important. Et la plupart des groupes politiques, importance par en bas, ils ont fait ça. Là encore une fois, sans chercher de lien direct, les Black Panthers, c'est l'un des premiers trucs qu'ils ont fait, c'est d'organiser des trucs de soutien, de solidarité active concrète, les petits déjeuners pour les enfants, l'autodéfense, etc., contre l'État qui a soit failli, soit est ouvertement hostile. Donc ce point-là, il est extrêmement fondamental pour comprendre aussi, voilà, typiquement la gauche ne fait plus ça depuis des années. Voilà. Ainsi, en Algérie, la croissance des villes dans les années 70 et 80 s'est accompagnée d'une augmentation considérable du nombre de mosquées. Ouais. L'entraide communautaire, ouais. On dirait ça ici, ouais. Ça aussi, c'est vrai, le nombre de mosquées a explosé, c'est vrai. Je me rappelle de toute cette discussion à l'époque. Tout se passe en somme comme si l'échec scolaire, l'arabisation, l'absence de structure de culture et de loisirs, le verrouillage des espaces de liberté publique et la surcharge des logements rendaient des milliers d'hommes, de jeunes et d'enfants disponibles pour les mosquées. Bon là, sans le présenter comme ça, on voit quand même bien l'idée et on pense que c'est relativement satisfaisant comme explication. De ce fait, l'argent qui provenait de personnes dont les intérêts étaient diamétralement opposés à ceux de la masse de la population, la vieille classe foncière et les nouveaux riches ou le gouvernement saoudien étaient en mesure de fournir aux pauvres un havre matériel et culturel. Dans la mosquée, chacun, bourgeois parvenu ou de vieille date, voit le possible lieu d'élaboration, de réalisation de sa stratégie propre, de ses rêves et de ses espérances. Donc là, encore une fois, l'ambivalence qui permet aux deux groupes. Cela n'effaçait pas les divisions de classe au sein de la mosquée. En Algérie, par exemple, il y avait des comités religieux. Dans les comités religieux, un nombre incalculable de disputes entre les gens qui ne voyaient pas la construction de mosquées de la même façon en raison de leur origine sociale différente. Par exemple, sur la question de savoir s'ils devaient refuser des dons pour la mosquée parce qu'ils venaient de sources impures, il est rare en effet que dans un comité religieux, chacun accomplisse le cycle de son mandat, fixé en principe à 2 ans, dans l'harmonie et dans l'entente recommandée par le culte de l'unicité divine que chantent inlassablement les muezzins assermentés. Les querelles restaient cachées sous une couverture religieuse et n'empêchaient pas la prolifération des mosquées et l'influence croissante de l'islamisme. Ok. Autre gros morceau. Donc n'hésitez pas à intervenir, hein. Vous êtes 6 aujourd'hui, nice. Non, après ça, c'est un peu un autre problème, pour le coup. Il y a de ça partout, hélas. Shaitan guette les actes de bien, c'est tout. Ok. C'est pas un problème de classe, du coup.
C'est ça que tu es en train de dire. Alors, quoi qu'il en soit, ni les classes exploiteuses traditionnelles, ni les masses paupérisées ne fournissent l'élément vital qui alimente l'islam de retour aux sources, l'islam politique. Donc voilà le gros morceau de la base de classe de l'islamisme, en tout cas selon Chris Harman. Les militants qui propagent des doctrines islamistes et risquent les agressions physiques, l'emprisonnement et la mort dans leur confrontation avec leur ennemi. Les classes exploiteuses traditionnelles sont par nature conservatrices. Elles sont prêtes à donner de l'argent pour que d'autres se battent, en particulier si c'est pour défendre leurs intérêts matériels à elles. C'est ce qu'elles firent lorsqu'elles se retrouvèrent confrontées à la réforme agraire en Algérie au début des années 70. Ce fut également le cas quand le régime ba'athiste en Syrie porta atteinte aux intérêts des commerçants et des villes pendant le printemps 80. Non, voilà, les mosquées en France, c'est les mêmes bails et il y a une uniformité de classe. Ouais, alors juste à fiser un petit point, les mosquées en France, c'est clairement pas la même chose que les mosquées en Algérie. Donc je pense je pense qu'il y aurait une distance à prendre sur ces deux dynamiques. Après, uniformité de classe, il faudra aussi en discuter. Bah, comment ça, c'est-à-dire comment dire, la mosquée, c'est pas le même. Si, dans les bureaux des mosquées. Bon, on en reparlera plus tard. C'est un peu chaud de répondre, surtout si tu peux que taper. Et que moi, je peux parler. C'est de la triche. Je continue. J'en étais où? Je sais plus. Ouais. Alors, de même, quand les marchands et les petits patrons des bazars iraniens se sentirent attaqués par le Shah entre 76 et 78, puis menacés par la gauche entre 79 et 81. Mais ils sont soucieux de ne pas mettre leurs propres affaires et surtout leur propre vie en péril. C'est pourquoi ce n'est pas en ces classes que l'on peut identifier la force qui a déchiré des sociétés entières comme l'Algérie et l'Égypte, a fait se soulever des villes entières en Syrie, une ville entière en Syrie, Hama, a eu recours à des attentats suicides contre les Américains et les Israéliens au Liban, et a fait prendre à la révolution iranienne un tournant bien plus radical que ce que l'avait voulu la bourgeoisie, toutes tendances confondues. Cette force vient en fait d'une quatrième strate très différente, d'une partie de la classe moyenne apparue avec la modernisation capitaliste dans le tiers-monde. Donc là, c'est la partie intéressante de la théorie d'Harman là-dessus. Ok. En Iran, c'est de cette couche que vinrent les cadres des trois mouvements islamistes qui dominèrent la vie politique au cours des premières années de la Révolution. Le compte-rendu qui suit montre le soutien reçu par le Premier ministre de la période post-révolutionnaire, Bazargan. Bgan, peut-être. Ah, et je vais écorcher pas mal de noms, en fait. Notamment les noms iraniens, je ne sais pas du tout les prononcer. Alors, l'expansion du système éducatif iranien dans les années 50 et 60 permit à des sections encore plus larges de la classe moyenne traditionnelle d'avoir accès aux universités du pays. Donc ça, j'avais déjà dit, c'était une constante qu'on retrouve dans tous les pays post-coloniaux, enfin après la colonisation, c'est un développement massif de l'éducation supérieure. Et c'est encore plus fort, évidemment, on le verra, dans des cultures traditions type l'islam, dans lequel l'éducation, c'est super important. Donc du coup, vous avez une masse de gens qui ont fait des études. Okay. Confrontés à des institutions dominées par des anciennes élites occidentalisées, ces nouveaux venus dans le monde universitaire éprouvaient un besoin urgent de justifier envers eux-mêmes la continuité de leur adhérence à l'islam. Ils rejoignirent les cercles de l'Association des étudiants musulmans, donc dirigée par Bazargan et autres. Lorsqu'ils entraient dans la vie professionnelle, les nouveaux ingénieurs adhéraient souvent à l'Association islamique des ingénieurs, également fondée par ce même Bazargan. C'est ce réseau d'associations qui constitua le réel soutien social organisé à Bazargan et au modernisme islamique. L'attrait que suscitaient Bazargan et Talekhani est à mettre sur le compte de la manière qu'ils avaient de donner aux individus montants de la classe moyenne traditionnelle une impression de dignité qui leur permettait d'affirmer leur identité dans une société dominée sur le plan politique parce qu'ils considéraient comme une élite impie, occidentalisée et corrompue. Parlant des moudjahidines du peuple en Iran, Abrahamian, qu'on a lu tout à l'heure, remarque que de nombreuses études des premières années de la révolution iranienne ont souligné l'attrait des opprimés pour l'islamisme radical. Mais ceux-ci ne formaient pas la base sociale des moudjahidines. C'était plutôt cette très large fraction de la nouvelle classe moyenne dont les parents avaient appartenu à la petite bourgeoisie traditionnelle. Il analyse les activités professionnelles des moudjahidines arrêtés sous le règne du Shah et soumis à la répression sous le régime de Khomeini pour étayer ses arguments.
Bien que la troisième force islamique du pays, finalement victorieuse, le Parti républicain islamique de Khomeini, soit souvent considéré comme un parti dirigé par un clergé lié aux commerçants capitalistes traditionnels du bazar, Moadel a montré que plus de la moitié des députés de ce parti sont membres de professions libérales, professeurs, fonctionnaires du gouvernement ou étudiants, et même si un quart sont issus des familles bazaries. De plus, Bayat a remarqué que dans la lutte contre les organisations des travailleurs dans les usines, le régime pouvait compter sur les ingénieurs qui y travaillaient. Donc là, on touche vraiment la théorie de base ici de Chris Harman, qui est la base sociale de classe moyenne, qui n'est pas petite bourgeoise au sens marxiste du terme. Ce sont des gens qui travaillent, qui vendent leur force de travail sous forme de professions qui sont plutôt hautes de classe moyenne et plutôt intellectuelles. Ou ingénieur, si on peut considérer qu'ingénieur c'est intellectuel, ou en tout cas de cadre. Azar Tabari souligne qu'après la chute du Shah, un très grand nombre de femmes dans les villes iraniennes choisirent de porter le voile et de se ranger aux côtés des partisans de Khomeini contre la gauche. Elle affirme que ces femmes faisaient partie de cette première génération de la classe moyenne à connaître un processus d'intégration sociale. Elles étaient souvent issues de familles petites bourgeoises traditionnelles dont les pères étaient commerçants des bazars, artisans, etc. Elles avaient été contraintes de poursuivre des études supérieures parce que l'industrialisation tarissait les sources traditionnelles de revenus et de leur famille. Donc, réforme agraire, ça crée des pauvres qui vont en ville, mais ça crée des fils de petits bourgeois qui deviennent en fait des intellos. Donc, des fois pauvres en ville dans certains pays, mais des fois juste des intellos. Okay, mais ces femmes devaient faire cette expérience souvent pénible et traumatisante d'adaptation à la société. Attends, pardon, j'avais oublié un mot. Elles avaient des débouchés dans les métiers tels qu'enseignantes ou infirmières. Lorsque des jeunes femmes issues de telles familles allèrent à l'université ou travaillaient dans les hôpitaux, tous leurs concepts traditionnels se trouvèrent attaqués par un environnement étranger au leur, où les femmes se mêlaient aux hommes, ne portaient pas de voile et s'habillaient selon le dernier cri de la mode européenne. Les femmes étaient souvent tiraillées entre les coutumes familiales et la pression de ce nouvel environnement. Elles n'avaient pas le droit d'être voilées sur leur lieu de travail, mais elles ne pouvaient quitter leur maison familiale sans voile. Une réponse très courante à ces pressions contradictoires est de se réfugier dans l'islam, entre guillemets, le symbole de cette réponse étant le port du voile lors de manifestations de masse. Tabari observe un contraste saisissant entre cette réponse et celle des femmes dont les familles avaient fait partie de la nouvelle classe moyenne depuis 2 ou 3 générations. Celles-ci refusaient de porter le voile et s'identifiaient avec les libéraux, avec la gauche. Ok, donc ça c'est les photos que vous voyez en général qu'on vous montre pour parler de l'Iran pré-révolutionnaire, enfin pré-78-79, c'est ces groupes de femmes là, évidemment, qui seraient en opposition avec celle-ci. Roy note qu'en Afghanistan, le mouvement islamiste naîtra dans les secteurs modernes de la société. C'est bien à partir d'une critique politique des mouvements populaires qui l'ont précédé que se construit un mouvement islamiste. Les islamistes sont des intellectuels, produits d'enclaves modernistes dans des sociétés traditionnelles. Ils viennent de ce que nous avons appelé la bourgeoisie d'État, réseau scolaire gouvernemental dont le seul débouché est une place dans l'appareil d'État. Voilà, ça c'est assez fou. Comment ça correspond à plein de pays, notamment du Maghreb. Les islamistes viennent presque toujours du réseau scolaire gouvernemental. Il y a très peu de littéraires parmi eux. Sur les campus, ils fréquentent plus les communistes auxquels ils s'opposent violemment que les oulémas, donc les universitaires religieux, avec qui les relations sont ambiguës. Les références sont les mêmes que pour les oulémas, Coran, Sunna, etc. Mais la pensée islamiste est formée par la rencontre avec les grandes idéologies occidentales, en qui ils voient le secret de l'avancée technique de l'Occident. Le problème pour eux est d'élaborer une idéologie politique moderne à partir de l'islam, seule voie pour assumer la modernité et pour mieux affronter les impérialismes étrangers. Alors, en Algérie, le FIS recrute surtout dans les lycées et les universités de langue arabe, par opposition aux établissements francophones. Et parmi les nombreux jeunes qui voudraient être des étudiants mais n'ont pas accès à l'université. Donc les témoignages s'accordent généralement pour reconnaître la présence au sein du FIS d'au moins 3 composantes sociales, des commerçants, parmi lesquels quelques riches bijoutiers, une masse de jeunes sans travail et exclus des écoles, qui forment le nouveau, entre guillemets, lumpen prolétariat des faubourgs, des intellectuels en ascension sociale. Ces 2 derniers groupes, les plus nombreux et les plus déterminants en même temps que les plus déterminés, ont pour représentants respectifs Ali Belhadj et Abbassi Madani, qui était le dirigeant historique du FIS. Ok. Alors attendez, je regarde ce qui reste.
Est-ce qu'on a le temps de finir? Ouais, allez, on va finir ce chapitre là-dessus, parce que c'est quasiment le plus important pour comprendre la suite. Alors, les intellectuels islamistes ont fait carrière grâce à leur domination sur les départements de théologie et de langue arabe des universités. Ils les ont utilisés pour s'accaparer un grand nombre de places d'imams dans les mosquées et de professeurs dans les lycées. Ils forment un réseau qui s'assure du recrutement prioritaire d'un plus grand nombre d'islamistes à de tels postes, leur permettant ainsi d'inculquer leurs idées à la nouvelle génération d'étudiants. Cela leur a permis d'exercer une influence sur un grand nombre de jeunes. Donc là, il parle toujours, j'imagine, par exemple, là, de l'Algérie. Ahmed Rouadja explique que les groupes islamistes ont commencé à croître à partir du milieu des années 70 grâce au soutien des étudiants arabisants qui, en raison de leur faible maîtrise du français, ne pouvaient trouver d'emploi dans l'administration, les industries de pointe ou au poste de direction. Ainsi, pour prendre un exemple, il y eut au milieu des années 80 un violent conflit avec le directeur de l'université de Constantine. Il fut accusé de remettre en cause la dignité de la langue arabe et de faire allégeance au colonialisme français, car il maintenait le français comme langue prédominante dans les départements de sciences et de technologie. Donc ça, pour celles et ceux qui ne savent pas, la langue coloniale, en tout cas au Maghreb, en tout cas en Tunisie, c'est le français et elle est toujours utilisée pour les études supérieures. Alors, vous faites vos études en arabe jusqu'au lycée et après, les études supérieures, la plupart du temps, elles sont en français. Les diplômés arabophones se voient de plus interdits d'accès au secteur de pointe, surtout dans les industries exigeantes en matière de connaissances techniques et de langues étrangères. Autrement dit, les arabisants, même titulaires de diplômes supérieurs, n'ont pas leur place dans l'industrie moderne. Pour la plupart, ils finissent par se tourner vers les mosquées. Donc là, on est toujours en Algérie. Les étudiants, les arabophones fraîchement diplômés, et surtout les anciens étudiants qui se retrouvent au chômage, créent un pont avec la masse des jeunes hors des universités. Chez ces derniers, la colère monte parce qu'ils ne peuvent plus accéder à l'enseignement supérieur malgré les années passées dans un système éducatif inefficace et pauvre en budget. Bien qu'on compte aujourd'hui presque 1 million d'étudiants dans le secondaire, les 4/5e ont peu d'espoir d'obtenir le baccalauréat. Ils s'attendent à rentrer dans la précarité en marge du circuit professionnel. Bon, encore une fois, c'est des chiffres d'il y a 30-35 ans. L'intégrisme tire sa force et son emprise sur de larges pans de la société des frustrations dont souffre une partie de la jeunesse. C'est laissé pour compte du système social et économique. Un des facteurs qui a contribué en effet au succès de l'intégrisme réside dans un langage simple, direct et concis. S'il y a misère, malaise et frustration, c'est parce que ceux qui sont au pouvoir ne tirent pas leur légitimité de la shura, la consultation, mais de la force seule. La restauration de l'islam des premiers temps ferait disparaître ces inégalités. Donc, typiquement, ce genre de revendication. Grâce à l'influence qu'il exerce sur un vaste ensemble d'étudiants, de diplômés et d'intellectuels désœuvrés, l'islamisme parvient à s'étendre et à contrôler la propagation des idées dans les quartiers pauvres et les bidonvilles où vivent les ex-paysans. On ne peut qualifier un tel mouvement de conservateur entre guillemets. Les jeunes arabophones instruits ne se tournent pas vers l'islam parce qu'ils voudraient que les choses restent en l'état, mais parce qu'ils croient que l'islam permet un changement social fondamental. En Égypte, le mouvement islamiste est né il y a quelques 65 ans quand Hassan el-Banna crée les Frères musulmans. Ce mouvement croît au cours des années 30-40 au fur et à mesure que s'évanouissent les illusions sur la capacité du parti nationaliste laïque, le WAFT, à combattre la domination britannique sur le pays. Sa base sociale était composée principalement de fonctionnaires et d'étudiants, voilà, comme avant. Il eut une influence majeure sur les manifestations étudiantes à la fin des années 40 et au début des années 50. Il étendit ensuite à des travailleurs et des paysans et à son apogée comptait un demi-million de membres. Donc là, c'est avant la révolution de 2011, évidemment, on est en 94. Pour construire son mouvement, Hassan el-Banna était prêt à collaborer avec des personnes proches de la monarchie égyptienne. L'aile droite du WAFT s'intéressait aux frères musulmans comme contrepoids à l'influence communiste en milieu ouvrier et étudiant. Mais les frères musulmans n'ont pu rivaliser avec les communistes pour la conquête des classes moyennes paupérisées et à travers elles certaines couches de déshéritées des villes, uniquement parce que leur langage religieux cachait une promesse de réforme qui allait bien au-delà de ce que souhaitaient ses alliés de droite. Ces objectifs étaient, en dernière instance, incompatibles avec le maintien du statu quo politique, économique et social si cher à la classe dirigeante. Par conséquent, les liens entre les frères musulmans et les dirigeants conservateurs étaient à la fois instables et fragiles. Okay. Lorsque le nouveau régime militaire de Nasser concentra tout le pouvoir entre ses mains au début des années 50, les frères furent pour ainsi dire détruits.
6 dirigeants du mouvement furent pendus en décembre 1954 et des milliers de membres envoyés dans les camps de concentration. Enfin, ça, j'ignorais cette chose-là. Il faudrait que je vérifie. La tentative de relancer la fraternité musulmane au milieu des années 60 se solda par davantage d'exécutions. Après la mort de Nasser, Sadat puis Moubarak autorisèrent le mouvement à mener une activité semi-légale, à condition qu'il évite la confrontation directe avec le régime. La direction de ce qu'on appelle parfois les néo-frères musulmans se plia à ces restrictions et adopta une approche relativement modérée et conciliatrice. Le mouvement obtint d'importantes sommes d'argent de membres qui s'étaient exilés en Arabie Saoudite dans les années 50 et avaient fait fortune grâce au boom pétrolier. Les frères musulmans purent ainsi édifier un modèle alternatif, celui d'un État musulman, avec ses banques, ses services sociaux, ses réseaux éducatifs et ses mosquées. Cela réduisit leur influence sur une nouvelle génération d'islamistes radicaux qui avait émergé, tout comme les frères musulmans à l'origine, des universités et de la couche paupérisée de la petite bourgeoisie moderne. Ces nouveaux islamistes radicaux assassinèrent le président Sadat en 1981 et ont depuis mené une lutte armée constante contre l'État et contre l'intelligentsia laïque. Alors, ce que nous entendons par fondamentaliste en Égypte, c'est une minorité de gens qui sont même contre les frères musulmans. Ces groupes sont essentiellement composés de jeunes. Ce sont des gens très purs, prêts à sacrifier leur vie, à faire n'importe quoi. Et ils servent de fer de lance aux différents mouvements car ils sont capables de mener des actions terroristes. Les associations islamistes étudiantes, qui parvinrent à dominer les universités égyptiennes pendant le mandat du président Sadat, constituaient la seule véritable organisation de masse du mouvement islamiste. Elles émergèrent en réaction aux conditions de travail dans les universités et aux sombres perspectives professionnelles proposées aux étudiants qui obtenaient leur diplôme. Donc encore une fois, le même type de trajectoire. Le nombre d'étudiants d'un peu moins de 200 000 en 1970 a dépassé en 1977 le demi-million. L'intention louable et démocratique de dispenser au maximum d'enfants du pays un enseignement supérieur gratuit, formateur d'experts à la base du développement, a eu pour effet, faute de moyens, une éducation au rabais dont le coût en perte de temps et d'énergie est largement supérieur aux bénéfices. Ouais, l'intention louable et démocratique, je sais pas qui écrit ça, mais si on parle de Sadat et de Moubarak, louable et démocratique, barre de rire, mais bon, ok, let's go. La surpopulation est un problème particulièrement aigu pour les étudiantes qui sont soumises à toutes sortes de harcèlements dans les amphithéâtres et dans les bus surchargés. En réponse à cette situation, les Jamaat al-Islamiyya, les associations islamiques, doivent leur force considérable à leur capacité à identifier ces problèmes et à donner des solutions immédiates. L'utilisation de fonds provenant des syndicats étudiants pour assurer un service de minibus pour les étudiantes, donnant priorité à celles qui portaient le voile. La séparation des textes dans les amphithéâtres, l'organisation de groupes chargés de revoir les programmes qui se réunissaient dans les mosquées, la publication d'éditions bon marché pour que tous puissent avoir accès aux textes essentiels. Okay. Donc encore une fois, un accent très fort sur l'éducation supérieure et à la fois aussi l'organisation de trucs sociaux. Donc c'est vraiment un magnifique exemple, la textbook là-dessus. On continue. Ah ben on a bientôt fini. Du coup, les jeunes diplômés n'échappent pas à la pauvreté endémique qui frappe une grande partie de la population égyptienne. Tout diplômé à droit en Égypte a un poste dans la fonction publique, c'est fou hein. Arme absolue contre le non-emploi, cette loi est la pourvoyeuse par excellence d'un gigantesque chômage déguisé qui encombre les bureaux d'une administration pléthorique où la productivité au travail est aussi faible que celle-ci est mal rétribuée. Voilà, c'est fou. Le serviteur de l'État peut certes se nourrir en achetant les produits subventionnés par l'État en vendant dans les coopératives, mais ne peut guère dépasser ce niveau de subsistance alimentaire. Le double-triple travail est le lot de chaque fonctionnaire. Combien d'employés aux écritures dans un des innombrables bureaux ministériels, combien d'instituteurs sont, dans l'après-midi, plombiers ou chauffeurs de taxi, professions qui peuvent être aussi bien occupées par des illettrés tant elles sont mal accomplies. Une paysanne analphabète qui arrive à la ville et peut se placer comme bonne chez une je sais pas comment on prononce Khawaga étrangère, touche un salaire qui est à peu près le double de celui d'un assistant d'université. Ok, bon. La seule façon de sortir de ce bourbier est de trouver un emploi à l'étranger, en particulier en Arabie Saoudite et dans les États du Golfe. Et ce n'est pas simplement le seul moyen de sortir de la pauvreté, c'est pour la majeure partie d'entre eux une condition préalable au mariage, dans une société où les relations sexuelles avant mariage sont rares. Les islamistes surent articuler ces problèmes en utilisant un discours religieux. Comme l'écrit Keppel. Lequel de Keppel j'avais pas vu la citation à Keppel.
au sujet d'un dirigeant de l'une des premières sectes islamistes, sa position ne signifie pas qu'il faille se conduire en fanatique sorti d'un autre siècle. Il met le doigt à sa manière sur un problème crucial pour une société égyptienne. Oui, je vais vérifier juste après. Contemporaine. Donc 48, il faudra noter, je regarderai après la citation. C'est Gilles du coup? Ah putain. Oh là là, Pristerman qui cite Gilles Kepel. Oh là là. Une star s'effondre. Ok. Alors, comme en Algérie, une fois leur base de masse construite dans les universités, les islamistes purent étendre leur influence à un milieu plus large, celui des quartiers pauvres des villes où étudiants et anciens étudiants se mêlaient à la masse des déshérités, cherchant désespérément à survivre. Cette nouvelle implantation commença après la violente répression menée par le régime contre le mouvement islamiste dans les universités, à la suite des négociations de paix avec Israël à la fin des années 70. Il n'est pas vu en fait. Alors, c'est le coup d'envoi de l'expansion au monde non étudiant de la prédication des associations. Il est mort Armanin, il est mort en 2009. Après, c'est un texte relativement potable de Keppel, il a glissé plutôt après. Ok. Donc Arman n'est pas cancel, très bien. Enfin, pas pour ça en tout cas. Cadres et agitateurs islamistes sont allés prêcher au peuple, faire de nouvelles recrues dans les quartiers populaires. Quoi qu'il en soit, ce harcèlement, loin d'arrêter les associations, leur donna un second souffle. Le message des associations commença à s'étendre au-delà du monde étudiant. Les cadres et les agitateurs islamiques s'en allèrent prêcher dans les quartiers pauvres. Ok. Donc, on va arrêter là pour la lecture. Juste quelques petites remarques, là-dessus. Donc, vous avez vu, c'est un texte qui est assez long. Il y aura 3 ou 4, je pense, sessions. Mais grosso modo, on revient aux fondamentaux du marxisme. Définit la religion comme une idéologie qui s'adapte et qui a besoin de support de classe. Que cette idéologie, elle est, ambiguë pour pouvoir avoir un large spectre dans la classe. Que l'islamisme, en tout cas cette fraction de cette idéologie, elle a une particularité qu'elle n'est pas, pour le statu quo, mais elle est contre contre le statu quo, notamment à cette époque-là et à ce moment-là du développement du capitalisme dans ces pays. Que souvent, en fait, ces organisations, elles ont un aspect caritatif social. Et très souvent, elles s'appliquent aussi avec des gens qui sont classe moyenne, éduqués, on va dire ça comme ça, qui ont fait des études supérieures. Okay. Et donc ça, c'est vraiment les caractéristiques assez typiques, par exemple, de l'islamisme. Ça en fait déjà par rapport à la base sociale qui serait par exemple celle du fascisme dans les années 30. Une grosse différence. Le fascisme des années 30... il y a une volonté de statu quo, il y a beaucoup d'ennemis extérieurs-intérieurs qui sont déployés, et la base sociale est beaucoup plus petite bourgeoise, petit commerçant, et beaucoup moins intellectuelle. Et ça n'empêche pas, évidemment, à un moment donné, d'avoir un grand nombre d'intellectuels et de diplômés chez les nazis, mais c'est pas la base, historique. Donc ça, c'est un trait. Et pour vous donner une petite anecdote personnelle, quelques mois avant sa mort, j'ai eu une discussion avec mon père. Mon père, il était médecin. Et au moment de la Révolution, un peu après, il organise des organisations de trucs de médecins. Alors, elles ne sont pas révolutionnaires, mais c'est grosso modo des trucs... c'est pas le conseil de l'ordre, mais c'est des trucs un peu... C'est pas non plus un syndicat. Enfin bon... Ouais, c'est des trucs qui sont un peu ONG, qui sont sortent du gouvernement, mais qui organisaient des médecins. Et il m'a dit, je me suis aperçu qu'en fait j'étais le seul qui n'était pas Ennahda dans tout le groupe. Ennahda, c'est le principal parti islamiste en Tunisie. Et en fait, il y avait tous les médecins qui connaissaient, des gens qui connaissaient. Bon, après il y en a beaucoup qui connaissaient pas. Hein. Et en fait, il s'est aperçu que l'essentiel des Nahdaouis là, ils étaient médecins. Enfin, pas en tout cas. Et donc c'était assez impressionnant. Et moi, donc, j'avais discuté de ça avec lui parce que j'avais en tête ce texte en disant qu'en fait, c'est carrément la base sociale. Hein. Les médecins, les avocats, les théologiens, les profs de philo, les ingénieurs, etc., etc. Et on en trouve beaucoup aussi d'ailleurs
dans d'autres mondes musulmans où, grosso modo, une des traditions de l'islam est de s'éduquer, de faire ses études, etc., etc. Ça n'empêche pas évidemment d'avoir plein de gens qui n'ont pas fait dans ces rangs, mais la base sociale, c'est ça. Et ça fait déjà une grosse base très 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 différente de mouvements comme le fascisme, par exemple, de ce point de vue-là. Ok. Donc voilà, bah, il est pile 11 heures, quasiment. Donc j'ai un peu fait ma durée habituelle de stream sur ce sujet-là. Donc j'espère que ça vous a plu. Jeudi prochain, on fait la suite. Hein. Islam radical comme mouvement social. Rappelez-vous aussi, pas d'inquiétude si vous avez raté des bouts, si vous pouvez par la suite, cet épisode il est immédiatement ou presque envoyé sur le YouTube et je ferai un truc spécifique sur l'islamisme. D'ailleurs je commence déjà à avoir des recommandations hyper cheloues maintenant avec ce que j'ai posté sur les trucs YouTube, mais bon c'est comme ça l'algorithme. Et voilà, donc c'est un texte qui est très polémique, pour l'instant il l'est pas trop, à part peut-être chez comment dire, des personnes musulmanes, mais en tout cas pour l'instant en tout cas c'est une approche marxiste classique, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique d'analyse de l'islam. Voilà, donc si jamais vous avez 2-3 questions, je peux bien rester et après je coupe, n'hésitez pas si vous voulez papoter, vous avez des questions. Sinon, ciao tous et toutes. Salut tout le monde. Salam. Allez, beslema, Ourti.